Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Sabine Roux de Bézieux, la présidente de la Fondation de la mer, pour nous parler de cette actualité brûlante sur le climat, avec le retour de la plus grande expédition scientifique jamais menée au pôle Nord. Le bateau, le Polarstern, est rentré en Allemagne il y a 3 jours, après 1 an de recherche sur le réchauffement climatique. Le brise-glace a navigué dans l'Arctique pendant 389 jours. La mission, dotée d'un budget de 140 millions d'euros, a étudié à la fois l'atmosphère, l'océan, la banquise et l'écosystème pour recueillir des données évaluant l'impact du changement climatique. Ils ont déjà annoncé que la banquise devait fondre en été d'ici la fin du siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe en Arctique et pourquoi a-t-on besoin de faire cette étude-là ? Alors cette expédition est très importante et vous avez souligné que c'est une première mondiale. 200 chercheurs se sont succédés issus de 20 pays différents, dont des chercheurs français, pour essayer de comprendre comment fonctionne le climat de l'Arctique. C'est important parce qu'aujourd'hui, les modèles météorologiques, donc de prévision du climat dont disposent les scientifiques, n'incluent pas l'Arctique. Or, le climat de l'Arctique a des conséquences sur le climat de latitude plus douce, comme nous avons en Europe ou plus proche de l'équateur. Alors, l'objectif de cette expédition, c'était de développer des modèles et de les tester, de tester la manière dont le climat de l'Arctique a des liens avec le climat des latitudes plus basses, et puis de proposer des solutions pour les gouvernements, des solutions politiques qui soient fondées sur des vrais raisonnements scientifiques et pas uniquement des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Ça implique quoi pour nous, notre quotidien, cette fonte de la banquise? Alors c'est important, la fonte de la banquise. Pourquoi? Parce que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Donc on a déjà conscience de la manière dont la planète se réchauffe, mais on peut imaginer ce que ça représente pour l'Arctique, cette quantité de banquise en train de fondre. Pourquoi le climat de l'Arctique a un rapport avec le nôtre? Alors c'est un petit peu technique, je vais vous expliquer ça avec mes mains. Entre l'air très froid de l'Arctique et l'air chaud de l'équateur, il y a une sorte de tube de vent très fort qui circule, qui s'appelle le courant jet polaire, qu'on appelle aussi communément le rail des dépressions. Et ce courant qui tourne autour de la planète entre 8 et 12 km, finalement, il forme une petite vague. Et comme la différence de température varie et diminue entre l'Arctique et l'équateur, les courbes et la sinuosité de ce tube et de ce courant d'air se modifient. Et c'est cette modification qui crée des phénomènes climatiques majeurs. Et c'est en cela que nous sommes concernés. On a tous constaté depuis quelques années, quelques décennies, une multiplication des tempêtes, une multiplication des inondations. On en a vu des très importantes ces derniers mois en Afrique. On a vu des tempêtes également sur les côtes européennes. Et ces phénomènes climatiques extrêmes se justifient et proviennent de la fonte de la banquise et du dérèglement climatique en Arctique. Ce qui veut dire qu'on va vers une multiplication des catastrophes naturelles? On va vers une multiplication des catastrophes naturelles. Se rajoute à cela le fait que l'humidité est croissante en Arctique. Pourquoi? Parce que la banquise crée une sorte de couvercle entre l'océan et l'air du pôle Nord. Le pôle Nord est à moins 30, moins 40 degrés. L'océan est à moins 1,5 degrés. Et donc, vous imaginez quand vous faites fondre la banquise, on ne la fait pas fondre, mais quand la banquise fond, c'est comme si vous enleviez le couvercle, et que ça crée comme une cocotte minute. Donc, l'océan s'évapore, ça crée des nuages qui descendent ensuite sur l'Europe et sur l'Afrique. Alors on a vu qu'il y avait une multiplication des inondations, des ouragans, et là on prévoit une multiplication des vagues de chaleur. Est-ce que le réchauffement climatique est dû à la main de l'homme, ou est-ce que c'est parce que le soleil se rapproche de la Terre ? Alors évidemment, on parle beaucoup des grands cycles de température, de vagues glaciaires, comme celle de la Révolution 1789, dont on dit qu'elle était en partie liée à une grande vague de froid. Donc il y a effectivement des grands cycles de température, mais ce qui est indéniable aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une accélération de ces cycles, ou plutôt une réduction du temps des cycles et une accélération du réchauffement. Et donc oui, le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine. Et alors, c'est-à-dire, quels sont les différents facteurs? C'est toutes les émissions de gaz à effet de serre, et c'est pour cela aussi que ce qui se passe en Arctique est important, parce que dans la glace sont gelées des quantités absolument astronomiques de CO2.
Et vous savez que le réchauffement climatique est lié au stockage, à l'émission des gaz à effet de serre. Et si petit à petit, les gaz le CO2 et d'ailleurs le méthane qui est stocké dans ce permafrost, dans cette matière gelée en Sibérie et dans les aires gelées du nord de l'Alaska, du Groenland, se libère, la quantité de CO2 sera largement supérieure à ce que l'homme aujourd'hui émet comme CO2 chaque année. Donc on va arriver à un phénomène de surémission de gaz à effet de serre du fait du réchauffement et de la fonte de la banquise. Alors le pôle Astern, donc il est rentré il y a seulement 3 jours. Est-ce que vous êtes au courant de certaines de leurs grandes découvertes et de leurs messages ? Alors, je sais qu'ils ont rapporté 150 terabits de données. Alors, je ne sais pas très bien à quoi correspondent 150 terabits. C'est absolument colossal. Ils devraient mettre 1 ou 2 années pour essayer d'analyser toutes ces données. Il y avait des centaines de capteurs, vous voyez, 200 chercheurs qui ont collecté énormément de données. Elles vont être analysées, croisées. Et je pense que petit à petit, au cours des 2 prochaines années, nous aurons des publications scientifiques qui seront passionnantes et je reviendrai vous en parler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce scénario catastrophe de la fonte de la banquise, est-ce qu'on peut l'enrayer, nous, humains, ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Alors, est-ce que c'est déjà trop tard ? C'est la bonne question. Étant une optimiste et à la tête de la Fondation de la mer, évidemment, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Alors, à 2 niveaux. D'abord, au niveau des politiques, il faut encourager les politiques à agir, pas de façon superficielle avec des gadgets écologiques, mais avec des politiques de long terme. C'est-à-dire ? L'Union européenne, par exemple, a mis en place un Green Deal, un pacte vert, qui vise à annuler tous les gaz à effet de serre à horizon 2050, à mettre en place une économie circulaire, c'est-à-dire... C'est pas utopique, ça ? C'est pas utopique parce que, de toute manière, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Moi, je crois beaucoup à l'imitation de la nature. La nature prend son temps. On a des saisons, on a des marées dans l'océan. On prend son temps. Et quand la nature ne prend pas son temps, quand la nature décide d'effacer, ça donne des tremblements de terre ou des tsunamis. Et donc, moi, je crois profondément que le changement est inévitable, mais qu'on a mis 150 ans à mettre en place la civilisation industrielle dans laquelle nous sommes. J'espère qu'on ne mettra pas 150 ans de toute manière, on ne peut pas mettre 150 ans pour la reconstruire ou pour la penser autrement, mais il faut probablement 10, 20 ans pour changer complètement notre modèle d'action. Et ça, c'est le rôle du politique. Nous, citoyens, nous avons aussi un rôle très important comme consommateurs, comme citoyens, pour d'abord prendre conscience qu'on a un impact sur le climat et qu'on a un impact sur l'océan. C'est la première des choses. Et puis, comment, par exemple ? Dans notre vie quotidienne, dans nos déplacements, dans notre alimentation, dans la manière dont nous nous chauffons. Et ça, c'est vraiment important de comprendre comment nous prélevons des ressources de la nature également et comment nous ne participons pas à une économie circulaire. Et ça, c'est la première chose. Et puis, ce que je pratique aussi et qui me semble important, c'est de contempler la nature. On est devenu très urbain sur la planète et reprendre le contact avec la nature, c'est se mettre face à la nature, de contempler les merveilles de la nature et de prendre conscience qu'on a chacun une responsabilité vis-à-vis de ces merveilles, comme devant la rose de Saint-Exupéry du Petit Prince. Alors là, vous parliez des mesures de l'Union européenne, parce que bon, ça nous concerne, en France, en Europe. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mesures phares de l'Union européenne, à votre avis ? Et est-ce que c'est pas utopique ? Est-ce que c'est crédible ? Alors, évidemment, beaucoup disent on ne va pas assez vite, on enlève les bâtonnets de glace, les cotons-tiges, les pailles, c'est des mesurettes et ce n'est pas suffisant. Promenez-vous dans la rue, voyez toutes les voitures qui circulent. La mesure idéale, ce serait de dire immédiatement on arrête de se chauffer au fioul ou au gaz, on arrête toutes les voitures qui circulent et on met tout le monde à vélo. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes dans notre pays il y a quelques temps, quand on a essayé de mettre une taxe carbone. On voit bien qu'entre le rêve d'arrêter l'économie et la réalité de ce que veulent les citoyens, il y a un fossé. Donc l'enjeu, il est de trouver un juste milieu entre l'urgence climatique qui est réelle, et d'ailleurs l'expédition Polar Stern l'a montré, la banquise fond de plus en plus vite, et ce que les citoyens, que chacun de nous est capable de mettre en place comme ajustement dans notre vie personnelle. Et là, il faut travailler aussi avec les entreprises.
Parce qu'évidemment, comme consommateurs, nous n'avons le choix que des produits qui nous sont proposés. Et nous, à la Fondation de la Mer, on travaille beaucoup avec les entreprises. On a développé un référentiel qui s'appelle le référentiel Océan, qui permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur l'océan. Là, on parle de RSE, c'est ça maintenant on crée. Est-ce que le RSE, c'est pas marketing? C'est pas que du marketing? Alors ça l'a été, vous avez raison. On a eu pendant très longtemps un RSE qui était du greenwashing. Alors moi je dis du bluewashing parce que je m'occupe de l'océan. Pendant très longtemps ça a été le cas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette responsabilité sociale et environnementale est en train de passer aujourd'hui dans les opérations des entreprises. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'afficher ou de recycler les tonnerres de leurs imprimantes ou de remplacer les gobelets en plastique par des gourdes, mais elles essaient de réfléchir à la manière dont leur chaîne de valeur complète a un impact sur la biodiversité et le climat et sur l'océan. C'est-à-dire de quelles ressources j'utilise, qu'est-ce que je vais prélever de la nature, comment mon produit a un impact sur le climat et sur l'environnement, et puis que se passe-t-il avec mon produit en fin de vie, est-ce qu'il est recyclé ou qu'est-ce que le consommateur va en faire. Et donc cette responsabilité est sortie d'une certaine manière des départements RSE pour rentrer dans le cœur des opérations et c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne suis pas utopiste, ce n'est pas le cas partout. C'est pour ça qu'on a notre référentiel Océan, c'est pour aider les entreprises à mettre le doigt sur les efforts qu'il leur reste à faire, tout en mesurant et en se félicitant de ce qu'elles ont déjà fait. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner de ce changement-là? Alors nous, on a le référentiel Océan, on l'a testé et piloté avec une dizaine d'entreprises, dont Engie, Suez, Michelin, Pierre et Vacances. Et ils ont tous témoigné de la manière dont cet outil leur a permis de prendre conscience d'un certain nombre d'impacts sur l'océan qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple Par exemple, vous allez utiliser une matière naturelle qui va être récoltée en Amérique du Sud avec des engrais dont on s'aperçoit que finalement, c'est des engrais qui vont s'écouler dans le sol et puis finir dans l'océan. Et donc, contribuer au déversement de produits polluants dans l'océan. Où vous êtes un hôtel, vous apercevez que les produits que vous proposez à vos clients comportent également des produits chimiques qui ne sont pas traités par les systèmes de traitement des eaux. Mais ça coûte plus cher à l'entreprise de faire attention à la planète? Alors, ça coûte plus cher momentanément, ça c'est certain. Et donc la question, c'est est-ce que nous, comme consommateurs, on est prêts à payer ce surplus? On l'a bien vu pendant le confinement, les gens n'étaient pas forcément prêts à payer plus cher des produits fabriqués en France, par exemple, ou bio. Mais sur le long terme, de toute manière, on n'a pas le choix. On est tous unis dans ce challenge de baisser les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Donc, c'est un raisonnement à court terme de penser qu'on va faire quelques économies aujourd'hui, parce que si dans un demi-siècle, la planète n'est plus habitable, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et enfin, pour finir, pour la Fondation de la Mer, c'est quoi votre plus gros enjeu cette année pour 2021 ? C'est de faire prendre conscience à tous les francophones que l'océan a un impact sur eux et qu'ils ont un impact sur l'océan. L'océan a un impact sur eux parce qu'une respiration sur deux que nous venons de faire pendant notre entretien est produite par de l'oxygène qui vient de l'océan. Par exemple, ça a de l'impact. L'océan a un impact parce que 90% du commerce mondial vient par l'océan, parce que quand on échange de la data, ça passe par des câbles sous-marins. Donc on a besoin de l'océan. Et nous avons un impact sur l'océan parce que notre vie quotidienne, on l'a dit tout à l'heure, a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que dans notre vie quotidienne, on utilise des matières non renouvelables qui sont issues de l'océan. Et il faut en prendre conscience. Merci Sabine Roux de Bézieux. Merci. À bientôt.